Les États-Unis ont proposé cette semaine un nouveau plan de paix à l'Ukraine pour mettre fin à la guerre avec la Russie, mais ce plan, qui a été élaboré entre les États-Unis et la Russie sans la participation de l'Ukraine et de l'Union européenne, est déjà très contesté. Alors que contient ce texte et pourquoi est-il considéré par beaucoup comme une capitulation de l'Ukraine? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Avant toute chose, concentrons-nous sur ce plan, que contient-il concrètement? Selon Axios et d'autres médias américains qui ont pu se procurer le plan de paix, il est réparti en 28 points et contient plusieurs mesures qui seraient très favorables à la Russie, en lui cédant notamment des territoires ukrainiens annexés par l'armée russe. En fait, il faut savoir que plus de 3 ans et demi après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, la Russie occupe actuellement environ 19% de l'Ukraine. Après avoir annexé la Crimée en 2014, le président russe Vladimir Poutine a aussi annexé illégalement en septembre 2022 4 oblasts ukrainiens. Il s'agit de Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson à l'est de l'Ukraine. Un oblast, c'est à peu près l'équivalent d'une région en France. Aujourd'hui, la Russie occupe la quasi-totalité de la région de Louhansk, à l'exception de quelques villages. Le truc, c'est que selon ce nouveau plan, l'Ukraine devrait céder entièrement la région de Louhansk, mais aussi celle de Donetsk à la Russie, alors que cette dernière n'en contrôle pas la totalité. Dans les deux autres oblasts, ceux de Zaporijia et de Kherson, les lignes de front actuelles seraient figées et la Russie devrait cette fois-ci renoncer aux portions qu'elle a annexées illégalement, mais qu'elle n'occupe pas. En échange de la cession de ces territoires, l'Ukraine obtiendrait une garantie de sécurité américaine contre une future agression russe, mais aucun détail n'a encore été donné concernant cette garantie de sécurité. Selon de nombreux analystes, au-delà du fait que l'Ukraine devrait accepter de perdre des territoires par la force, la cession de la région de Donetsk avantagerait considérablement la Russie. Comme je vous le disais, la Russie n'occupe actuellement pas toute la région, et ce notamment parce qu'une majorité des défenses ukrainiennes sont bâties dans cette région. Selon l'Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain, l'armée russe ne dispose actuellement d'aucune possibilité de conquérir rapidement ce territoire, et sa capture prendrait probablement plusieurs années au rythme actuel de progression. Et donc si l'Ukraine acceptait de céder ce territoire, ce serait alors une véritable victoire pour la Russie, alors que l'Ukraine devrait également construire d'urgence de nouvelles fortifications, car pour le moment, rien ne garantit que Vladimir Poutine ne reprenne pas cette guerre, et ce, même après la signature d'un plan de paix. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est important de préciser tout de même que Louhansk et Donetsk seraient considérés comme démilitarisés, et ni l'Ukraine ni la Russie ne pourraient y positionner de troupes. Parmi les autres points du plan, l'Ukraine renoncerait aussi officiellement à la Crimée, donc un autre territoire ukrainien annexé illégalement par la Russie depuis 2014, en violation du droit international. Selon le Financial Times, l'Ukraine devrait également réduire de moitié la taille de son armée pour la ramener à 400 000 soldats, et elle devrait également renoncer à ses armes de longue portée qui lui permettent actuellement de frapper en profondeur dans le territoire russe, ce qui pourrait rendre le pays vulnérable à une future agression russe. D'autant plus que le plan prévoit aussi le retrait de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Toujours selon le Financial Times, aucune troupe étrangère ne serait autorisée sur le sol ukrainien, alors que plusieurs pays alliés, dont la France, prévoyaient notamment de déployer des soldats en Ukraine après un cessez-le-feu à l'arrière de la ligne de front. Et pour finir, dernier point notable, le russe devrait être reconnu comme langue officielle de l'État ukrainien. En fait, selon la constitution ukrainienne, seule la langue ukrainienne est aujourd'hui officielle sur tout le territoire. Le russe, qui est la seconde langue la plus parlée en Ukraine, ne possède lui pas ce statut officiel au niveau national. La bataille est donc ici aussi culturelle et linguistique. Mais alors, comment ce plan a-t-il été reçu? Comme je vous le disais, de nombreux analystes estiment que ce plan de paix est fortement avantageux et orienté vers la Russie. En l'état, vous vous en doutez, il y a beaucoup de chances que l'Ukraine rejette ce plan. D'après le Kyiv Independent, un média ukrainien citant une source proche du dossier, la présidence ukrainienne s'est, je cite, montée très peu enthousiaste sur ce plan potentiel, en soulignant, je cite toujours, que les États-Unis semblaient s'orienter vers un cadre conforme aux exigences de la Russie. Mais à l'heure où je tourne ces actualités, ni l'Ukraine, ni la Russie, ni les États-Unis n'ont encore réagi officiellement. La présidence ukrainienne a cependant indiqué sur la messagerie chiffrée Telegram ce jeudi que l'Ukraine était prête à travailler, je cite, de manière constructive avec les États-Unis et ses partenaires en Europe et dans le monde entier afin de parvenir à la paix, et affirme que Volodymyr Zelensky prévoit de discuter dans les prochains jours avec Donald Trump. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a lui affirmé que la paix en Ukraine ne doit pas passer par une capitulation. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, a quant à elle déclaré, je cite, que pour qu'un plan fonctionne, il faut que les Ukrainiens et les Européens soient impliqués. Mais alors, pourquoi un plan si désavantageux pour l'Ukraine a été proposé? Eh bien, selon les analystes, la Russie profiterait de la situation difficile que traverse actuellement l'Ukraine pour durcir ses conditions pour un plan de paix. On vous en parlait déjà lundi, la situation sur la ligne de front est actuellement compliquée pour l'Ukraine et le gouvernement ukrainien est aussi touché par un vaste scandale de corruption impliquant des personnes proches du président Volodymyr Zelensky. Selon l'AFP, qui a interrogé un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, l'Ukraine reçoit d'ailleurs notamment, je cite, des signaux lui disant
président d'accepter ce plan. Certains analystes estiment que les États-Unis chercheraient, comme ils l'ont fait avec Israël et le Hamas, à faire pression sur les deux parties pour qu'ils acceptent le plan et mettent fin au conflit. Depuis son retour au pouvoir en début d'année, Donald Trump s'est présenté comme un médiateur de la guerre en Ukraine, mais ses efforts ainsi qu'une rencontre directe avec Vladimir Poutine en août dernier n'ont pour le moment pas mené à des avancées concrètes. En tout cas, malgré ces propositions de paix, la guerre se poursuit toujours en Ukraine. On vous en parlait hier, un bombardement russe à l'ouest du pays dans la ville de Ternopil a fait au moins 26 morts et plus de 90 blessés ce mercredi, selon Volodymyr Zelensky. En tout cas, le président ukrainien devrait rencontrer ce soir des responsables du Pentagone, l'équivalent du ministère des Armées en France mais aux États-Unis. Avant de passer aux actualités en bref, je voulais à nouveau vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à notre bande dessinée Hugo décrypte en Russie. C'est une BD qui porte majoritairement sur l'histoire de la Russie, mais on évoque aussi dedans l'invasion russe massive de l'Ukraine, ou encore le fait que l'Ukraine a son histoire bien distincte de celle de la Russie. Bref, encore merci beaucoup pour vos retours. Pour la commander, le lien est en description. Et pour info, Hugo sera en dédicace à Versailles ce dimanche. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a déclaré ce mercredi lors du congrès des maires de France qu'il fallait, je cite, « accepter de perdre nos enfants face à une possible guerre, notamment avec la Russie, pour préparer la population au futur conflit. » Il a ensuite appelé à trouver la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Ces propos ont aussitôt fait réagir. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a évoqué son désaccord total avec Fabien Mandon et lui a reproché, je cite, de prévoir des sacrifices qui seraient la conséquence de nos échecs diplomatiques sur lesquels son avis public n'a pas été demandé. De son côté, le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a estimé que le chef d'état-major n'avait, je cite, aucune légitimité pour affoler les Français avec des déclarations alarmistes. A l'inverse, la hiérarchie militaire a défendu le général, le chef d'état-major de la Marine nationale a soutenu le général et a rappelé qu'anticiper les scénarios de crise fait partie de ses responsabilités. Pour lui, il est absolument essentiel que la nation prenne conscience du contexte géopolitique. Deuxième actu, au moins 33 personnes, dont 12 enfants, ont été tuées et près d'une centaine d'autres ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi après des bombardements israéliens sur Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Les attaques ont notamment ciblé Gazaville et Khan Younes au sud du territoire palestinien. La journée de mercredi a été l'une des plus meurtrières à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier. Depuis ce jour, 312 Palestiniens ont été tués et 760 ont été blessés selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié ce jeudi. Depuis mercredi, Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve. L'armée israélienne affirme avoir frappé des cibles terroristes du Hamas dans toute la bande de Gaza en réponse à des tirs visant ses troupes à Khan Younes, des tirs qui n'ont fait aucun blessé mais constituent selon elle une violation de cessez-le-feu. De son côté, le Hamas dénonce une piètre tentative de justifier des violations incessantes et appelle les États-Unis à faire pression immédiatement et sérieusement sur Israël pour qu'il respecte le cessez-le-feu. Troisième actu, au Soudan, un pays d'Afrique de l'Est, le chef de l'armée a annoncé ce mercredi être prêt à coopérer avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de 2 ans dans le pays. Pour plus de contexte, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a rencontré ce mercredi Donald Trump à la Maison Blanche et il lui a demandé de s'impliquer dans le conflit, une demande que Donald Trump a confirmée, affirmant vouloir, je cite, mettre fin aux atrocités au Soudan, le tout en collaborant avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Le Conseil de souveraineté soudanais, dirigé par le chef de l'armée, a donc remercié les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour, je cite, leurs efforts continus visant à mettre fin au bain de sang et à exprimer sa volonté de s'engager sérieusement avec eux pour parvenir à la paix que le peuple soudanais espère. Pour rappel, le Soudan est plongé dans une guerre civile sanglante depuis avril 2023, opposant les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide, une puissante milice paramilitaire. Selon l'ONU, le conflit a déjà fait au moins 150 000 morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. Il s'agit de la plus grande crise humanitaire au monde. Quatrième actu, plusieurs études publiées ces mercredis et jeudi dressent un constat alarmant sur les violences faites aux femmes en France et dans le monde. 906 femmes victimes de harcèlement par conjoint se sont suicidées ou ont tenté de le faire en 2024, selon la lettre annuelle de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, un nombre en hausse de 17% par rapport à 2023. En France, chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide conjugal, selon un autre rapport, celui de la mission interministérielle pour la protection des femmes publié ce jeudi. Au total, 1283 femmes ont été victimes de féminicide direct ou indirect ou de tentatives de féminicide conjugaux, contre 1196 en 2023. Et les femmes ne sont malheureusement pas les seules victimes. Plus de 600 nourrissons de 0 à 2 ans ont été victimes de violences sexuelles en 2024, selon ce même rapport. En tout cas, si vous êtes victime de violences sexuelles ou conjugales, vous pouvez contacter le 3919, un numéro gratuit d'écoute et d'assistance accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Cinquième actu, on voulait vous parler de la proposition loi Influenceur 2 qui va être déposée par le député socialiste Arthur Delaporte 2 ans après la première loi sur les influenceurs, portée par le député PS et Stéphane Vojetta, à l'époque député Renaissance.
naissance. Cette loi a permis d'encadrer le métier d'influenceur, une première en Europe, sauf que 2 ans après, tout n'est pas réglé et de nouveaux problèmes ont fait surface. Le premier, ce sont les faux agents d'influenceurs, notamment ceux de créatrices de contenu pour adultes sur des plateformes comme Mime ou OnlyFans. Les auteurs de la loi veulent réguler la profession d'agent d'influenceur en interdisant par exemple le démarchage agressif, a expliqué Arthur Delaporte aux Parisiens. La deuxième mesure serait de responsabiliser davantage les plateformes comme TikTok, Shein, OnlyFans ou encore Mime. On va pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est par exemple d'obliger les plateformes à mieux contrôler la visibilité des contenus préjudiciables et d'arrêter de se présenter uniquement comme des hébergeurs. La loi prévoit aussi d'encadrer strictement TikTok Shop et les contenus commerciaux en contrôlant mieux les revenus des influenceurs, notamment ceux générés par les live matchs et les paris sportifs. Et le dernier pan de cette loi, c'est notamment de mieux lutter contre les discours masculinistes, sexistes et de haine en ligne. La proposition va être déposée à la mi-décembre à l'Assemblée nationale, on vous tient au courant. Et on termine avec cette actu qui concerne aussi les réseaux sociaux, mais en Australie cette fois-ci. Tous les utilisateurs de moins de 16 ans vont progressivement être exclus d'Instagram et de Facebook dès le 4 décembre, a annoncé ce jeudi Meta, la maison mère de ces plateformes. Les adolescents pourront accéder à leurs comptes exactement tels qu'ils les ont laissés, une fois qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, a assuré Meta. La raison, c'est que le 10 décembre, une loi australienne entrera en vigueur pour obliger les réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les comptes d'utilisateurs de moins de 16 ans. En cas d'infraction, les plateformes s'exposent à des amendes pouvant atteindre jusqu'à 28 millions d'euros. Il faut savoir que cette mesure est l'une des plus restrictives au monde. En France, une proposition de loi visant à mettre en place un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans a été déposée ce mardi par les députés Ensemble du camp d'Emmanuel Macron. Elle prévoit aussi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer et Apple Podcast. Il est aussi disponible en version écrite sous forme de newsletter. C'est totalement gratuit, le lien est en description. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.